et à toutes. J'ai 15 ans, je suis au lycée, en classe de seconde. Manifestement, je ne suis pas très douée pour les mathématiques. En tout cas, c'est ce que les enseignants me disent. Et donc, évidemment, ils vont m'orienter vers une filière technique, administrative forcément, vu que je suis une fille. Mais moi, j'ai pas voulu ça. Ça ne m'intéresse pas. On ne m'a pas demandé mon avis. Qu'importe, j'ai pas vraiment le choix. Moi qui caressais un rêve qui était celui d'être avocate, de faire des études de droit pour être avocate, je lui dis c'est pas grave, tu auras ton bac, tu iras à l'université et tu deviendras avocate. C'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, les professeurs m'ont dit oula, quand on est sur une filière technique et qu'on veut prendre des études supérieures, et notamment en droit, c'est même pas la peine d'y penser. Je me suis quand même inscrite, je suis quelqu'un de têtu. Il faut dire que là, ils n'avaient pas complètement tort, mais j'espère que c'est pas lié à mes capacités d'apprentissage, mais juste parce qu'effectivement, le fossé est immense quand on est bien coucouné dans un lycée d'une petite ville et qu'on se retrouve dans une énorme ville avec à l'université de manière complètement autonome. Qu'importe, j'ai fait d'autres études supérieures et je suis devenue tour à tour en charge de responsabilité en termes de formation et d'éducation auprès des préfets de région successifs de notre région. J'ai été déléguée régionale aux droits des femmes, cela veut dire que vous êtes nommée par le ministre de l'Emploi en charge de ces questions. J'ai été directrice d'une SEM d'aménagement du territoire, je suis rentrée en politique, j'ai eu des médailles et je suis au conseil d'administration de l'APM, une vraie consécration. Il y a 17 ans, j'ai créé l'école de la deuxième chance Grand Lille. Cette école est le fruit de la réflexion d'Édith Cresson lorsqu'elle est devenue commissaire européenne après avoir été Premier ministre. Et dans notre région, mon mentor, Bruno Bonduel, m'avait demandé si je voulais bien les créer pour la région Nord-Pas-de-Calais. Ça veut donc dire que je suis rentrée de plein fouet dans ce domaine de l'éducation et de la formation que je ne connaissais pas bien, sauf au regard de ma propre expérience. Et je me suis rendu compte que depuis des décennies déjà, il y avait un nombre incommensurable de jeunes, on l'a évoqué d'ailleurs hier avec les écoles de production entre autres, qui étaient sans rien, plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers, et que sans crier gare, ils s'enfonçaient vers le décrochage permanent et surtout vers la spirale de l'échec. On a eu des chiffres hier, on vous a parlé de 100 000 jeunes, ce qui est une réalité. Et c'est vrai que ce sont ces jeunes-là que nous accueillons à l'école La Deuxième Chance, ils viennent avec leur histoire. Pour certains ne savent pas maîtriser les 4 opérations, d'autres ont des difficultés. Et nous, on va devoir les accompagner pour essayer de voir avec eux quelle peut être demain leur destinée à la fois personnelle et professionnelle. Bien évidemment, ils ne savent pas se projeter du tout dans la société et encore moins dans le monde économique. Ce sont des générations qui sont nées avec le chômage, il ne faut pas oublier. De fait, ils ont une approche assez fataliste de la réalité. Et c'est vrai qu'ils ont, comme vous l'avez pu le constater, ils ont créé des codes qui sont propres à eux-mêmes, qui sont bien évidemment en rupture ou tout au moins en grand décalage avec les codes que l'on peut trouver dans les entreprises. Ça veut dire qu'il y a une espèce de déclassement qu'ils perçoivent très très bien et une espèce de malaise qu'ils aussi constatent par rapport à l'environnement qui les entoure. Ce qu'il leur faut, c'est une capacité d'adaptation. C'est essentiel s'ils veulent effectivement trouver un emploi et si vous, en tant qu'entreprise, vous souhaitez aussi recruter des jeunes, quel que soit leur niveau de diplôme et leur niveau d'expérience. Ce sont des jeunes qui sont plutôt vulnérables et c'est vrai que, comme vous avez sans doute pu le constater, ils baissent les bras très très vite, soit quand ils sont sous pression, soit quand ils sont dans un climat qui ne leur semble pas être un climat de confiance. Et sans doute que vous avez déjà vécu dans vos entreprises quelqu'un qui, même avec un CDI, quel que soit son niveau de formation, peut vous planter du jour au lendemain. Ils ne savent pas donc faire face aux problèmes, ils sont dans une espèce de résignation acquise depuis malheureusement plusieurs années, et en fait c'est comme s'ils étaient, mais ils sont vraiment spectateurs de leur vie. C'est sûr que de vivre au jour le jour, sans perspective de diplôme, de reprise d'études, de formation qualifiante, d'emploi, quel que soit le type d'emploi et quelle que soit la nature du contrat, c'est sûr qu'on peut comprendre après que parfois, ils ont une attitude plutôt désinvolte vis-à-vis du monde économique et de manière générale vis-à-vis de la société. Il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, je pense, Yvon Gattaz disait la chose suivante. Le chômage de masse et de longue durée est un cercle à la fois insidieux et vicieux, non seulement pour les personnes elles-mêmes,
pour des raisons humaines, psychologiques, bien sûr financières, mais aussi d'estime de soi. Et ça n'est pas possible parce que, un, ça plombe les comptes publics et deux, effectivement, ça ne permet pas d'avoir une compétitivité dans les entreprises puisque ça entrave leur développement, faute effectivement de main-d'œuvre, qu'elle soit qualifiée ou non qualifiée. Notre mission à l'école Deuxième Chance, si finalement c'est d'oser, c'est d'essayer d'accompagner à la fois individuellement, personnellement, les jeunes que nous accueillons pour jauger leurs capacités, de leurs envies, de leur orientation et leur donner la possibilité d'avoir un épanouissement à la fois personnel et professionnel. En fait, on y fait quoi? À l'école Deuxième Chance Grand Lille, mais dans l'ensemble des écoles d'Europe, on y fait 3 choses, globalement, de manière extrêmement synthétique. La première chose, c'est qu'on va revenir sur les savoirs de base, quel que soit le niveau de la personne, sachant que c'est bien évidemment individualisé, donc il y a des personnes qui en ont besoin, puis d'autres qui n'en ont pas besoin. La seconde chose qu'on va faire avec elles, c'est qu'on va travailler sur l'orientation professionnelle, puisque malheureusement c'est un mal français. Combien de jeunes vous entendez qui ont eu un défaut d'orientation et qui sont allés dans une filière plutôt qu'une autre parce que effectivement ils n'avaient pas forcément trouvé là où ils voulaient aller, le métier qu'ils voulaient faire, et donc par défaut ils ont été orientés. De fait, nous travaillons énormément avec vous, les entreprises. Nous avons un lien inextricable, c'est notre ADN, pour que vous puissiez justement montrer les métiers qui existent dans votre entreprise, de manière à sensibiliser les jeunes qui vivent, comme nous tous, avec des stéréotypes de métiers qui sont souvent liés à leur entourage. Et plus malheureusement cet entourage est modeste, plus effectivement le champ des possibles en termes de métiers est difficile. La troisième chose qu'on va faire avec eux, c'est de travailler justement sur cette estime de soi qui est propre aux demandeurs d'emploi, tout au moins aux personnes sans activité. Et donc, de fait, on va monter des projets sociétaux. Et aujourd'hui, en France, on peut constater que les jeunes qui ont la chance de vous rencontrer, peut-être de déjeuner avec vous, de discuter avec vous, ou qui ont la chance de travailler sur des domaines tels que le développement durable, la citoyenneté, enfin peu importe, eh bien, ce sont plutôt des jeunes qui sont en école de commerce, parce qu'en France, même à l'université, encore aujourd'hui, on a peu de chances de trouver effectivement ce type de partenariat. Eh bien, nous, on va le faire. Sauf qu'on va juste, entre guillemets, ramener la pédagogie au niveau des jeunes que nous accueillons. Et donc, ça veut dire qu'un jeune de l'école Deuxième Chance de Grand Lille pourrait très bien être à ma place à l'instant présent, vous parler à vous qui êtes dans cette salle et vous parler d'économie de la fonctionnalité. Parce qu'à un moment donné, vous leur donnez confiance, vous êtes dans un cadre bienveillant et effectivement, vous les poussez jusqu'à leur retranchement et ça marche. La durée maximale des jeunes qui sont chez nous, c'est 9 mois, mais il faut savoir qu'au bout de 5 mois, ils trouvent une orientation. Ça veut dire que soit ils reprennent des études, ils sont en contrat d'apprentissage, ils sont en formation qualifiante ou en emploi. La durée donc est celle-là. On a autant de garçons que de filles. La moyenne d'âge, c'est plutôt 20 ans. Et c'est vrai que nous, notre accompagnement va leur permettre effectivement de détecter quels sont les emplois qui pourraient leur convenir pour aller effectivement derrière faire les études ou aller directement à l'emploi, comme je viens de le dire. Nous fonctionnons un peu comme un PPP, un partenariat public-privé, où effectivement nous avons des financements des pouvoirs publics, mais aussi des financements privés, au premier rang desquels la taxe d'apprentissage. Alors, s'il vous plaît, je vous confirme que vous avez jusqu'à fin octobre, dans la catégorie hors quota, pour payer, pour verser, puisque c'est un impôt obligatoire, vous n'avez pas le choix, la taxe d'apprentissage, parce que tout ce travail qui est fait, l'est fait aussi grâce à vos financements. Autre source de financement, c'est beaucoup de dossiers, donc beaucoup de travail monté auprès des fondations. Et puis enfin, le mécénat, à la fois le mécénat de compétences, que maintenant on connaît de plus en plus dans le cadre de la RSE, mais aussi le mécénat financier. Là encore, moi je vous promets un partenariat entre nous gagnant-gagnant. Vous fixez effectivement un montant que vous pouvez accorder à l'EDC et moi en contrepartie, je vous fais un rescrit fiscal. Donc on est bon tous les deux et donc effectivement ça permet toute cette évolution des jeunes que je viens de vous citer. On est enfin labellisé par l'AFNOR. Donc, je pense qu'on a un outil relativement efficace sur la base de 80 critères tous les 2 ans. Et nous avons la chance à nouveau d'avoir été labellisé par l'AFNOR il y a quelques semaines. En fait, les jeunes, ils veulent quoi? Et vous savez, ils sont pas très, très ambitieux. C'est peut-être ça le problème. Ils veulent juste un job, un appart, une bagnole,
en fonction des classes sociales, bien évidemment, mais bon, globalement, ça tourne quand même autour de ça. Et donc, du coup, quand ils rencontrent une entreprise, c'est toujours un peu compliqué parce qu'effectivement, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les codes et la manière de faire auprès d'elles. Donc, ce qu'ils veulent, c'est assez simple. Mais il y a un hic, il y a un super hic. C'est que ce monde de la jeunesse ne comprend pas le monde des entreprises et réciproquement. Ce qui veut donc dire que dans une période que vous connaissez encore mieux que moi sur la difficulté de trouver de la main-d'œuvre, il y a effectivement tout un volant de jeunes qui ne se sentent pas capables, qui n'ont pas forcément aujourd'hui, comme je l'évoquais, les codes, pardon, et donc qui ont besoin de s'ouvrir au monde du travail, de rencontrer des entreprises pour connaître les métiers, comme je l'évoquais à l'instant. Mais les entreprises aussi, elles ont droit de faire un pas de côté pour envisager peut-être d'autres méthodes de recrutement, tout en gardant les premières qu'elles avaient, et aussi peut-être envisager autrement le processus d'intégration dans une entreprise. Ce sont des jeunes qui sont incapables d'être sous pression dans un premier temps, quel que soit leur niveau de qualification. Et donc c'est vrai que dès que ça se passe pas comme ils le souhaitent, comme je l'évoquais tout à l'heure, ils peuvent vous planter. Si on n'arrive pas effectivement à rapprocher le monde de la jeunesse et le monde de l'entreprise, ça va être compliqué. Et c'est là où j'en viens pour expliquer, mais tout ce que je suis en train de vous dire, en quoi ça vous concerne en fait. Vous avez le droit de vous dire, mais ok, mais ça c'est le problème de l'éducation, voire l'éducation nationale, même si nous on est effectivement en dehors de ça, puisque ce sont des majeurs qu'on accueille, 18-25 ans. Mais pourtant, il y a au moins 2 raisons pour lesquelles vous êtes directement confrontés. La première, c'est que il y a fort à parier que si vous ne modifiez pas, si je puis me permettre, tout au moins si vous ne faites pas un pas de côté sur ces méthodes de recrutement, ça veut dire que vous allez toujours avoir effectivement du mal à recruter. Pendant que ce temps-là, les jeunes auront du mal à trouver un emploi. Alors vous allez me dire, bah, tant pis, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ben oui, mais le problème, c'est que même si on continue de croire et de voir que les jeunes, selon les stéréotypes ou pas que nous avons, de toute façon, ils sont fainéants, ils sont jamais à l'heure, etc., etc. Donc, on va dire, bah, effectivement, on a raison de penser ça parce que c'est une réalité. Il y a juste un petit problème aussi, c'est qu'en fait, ils sont jeunes. Et en fait, ils vont nous remplacer. Donc, dans tous les cas, c'est eux qui ont raison. Donc, ce pas de côté, il est important du côté du monde économique, mais il est aussi bien évidemment important du côté de la jeunesse. Ça veut dire que soit on construit des ponts, soit cette spirale de l'échec que j'évoquais tout à l'heure, où ils étaient juste en train d'entrer dedans, là, effectivement, ils risquent de rester un peu plus longtemps dans cette spirale. Dans une société qui est donc en quête de sens, il est important effectivement de regarder autour de nous les enjeux sociétaux. On l'a évoqué tout à l'heure. Nous sommes tous confrontés de manière directe ou indirecte aux enjeux sociétaux. Et ça, la jeunesse de notre pays, l'éducation, la formation, donc l'emploi, c'est un enjeu immense qui de toute façon nous impacte au quotidien dans les entreprises et y compris dans la société. On pourrait aujourd'hui se faire une promesse commune dans cette journée qui se veut effectivement positive et c'est vraiment super, c'est de se rendre compte que, au final, ces jeunes, ils sont authentiques, ils sont attachants. C'est vrai qu'ils ont été parfois, pour certains d'entre eux, cassés par la vie, mais en tout cas, ils sont extrêmement matures d'un point de vue personnel. Vous aurez compris que mon expérience, ma transformation, c'est d'avoir vibré depuis autant d'années au contact d'entreprises, de jeunes, d'universitaires, de tout un panel de partenaires, et finalement d'avoir croisé des personnes très différentes et d'avoir compris que dans notre vie, il y avait plusieurs vies. Et que ces plusieurs vies, elles peuvent faire qu'une, à un moment donné, dans l'intérêt de tous et dans un partenariat gagnant-gagnant. Je souhaite effectivement, en ce qui me concerne, continuer ma tâche, qui est une tâche qui nous dépasse, comme on l'a aussi évoqué hier, et j'espère que vous serez effectivement attentifs désormais à vos méthodes de recrutement, au partenariat que vous pouvez avoir avec les différents acteurs, en l'occurrence de l'école de la deuxième chance, pour vous rendre compte par vous-même qu'un jeune qui est en confiance
évidemment, il peut réussir. Je vous remercie et je vous remercie pour eux.